Monsieur Keller, vous êtes ancien président de l'association des anciens élèves de l'ENA et de l'INSP. Vous avez accepté donc le principe d'un certain nombre de questions. Je vais vous les poser et je vais vous inviter donc à y répondre successivement. Première question, le président de la République a souhaité réformer l'ENA. Désormais, cette école a fait place à l'INSP, Institut national du service public. Pouvez-vous nous expliquer l'objectif fondamental de cette réforme? Donc, comme vous le soulignez, j'ai présidé l'association des anciens élèves de l'ENA, qui, entre-temps, est devenue l'INSP au 1er janvier 2022. Voilà, donc c'est une réforme toute récente. Les raisons qui sont au fondement de cette transformation, je dirais qu'elles sont au moins au nombre de deux. Il y a vraisemblablement la volonté de tordre le cou à ce que le président considère comme la résistance de l'État profond, dont les anciens élèves de l'ENA seraient les principales figures. Je crois qu'on ne peut pas sous-estimer la portée de ce procès, même s'il n'a jamais été, encore une fois, formulé à voix haute. Mais on le ressent assez fortement. Pour dire les choses de manière plus sommaire, on reproche aux fonctionnaires finalement d'être des empêcheurs de tourner en rond. La deuxième raison, qui me semble importante pour comprendre cette transformation, c'est la volonté d'indexer l'administration, et notamment la haute administration, sur ce que j'appellerais un modèle entrepreneurial. Au nom d'une idée qui, là aussi, n'est pas exprimée à voix haute, mais qui revient assez souvent, selon laquelle l'État est une entreprise comme une autre, et c'est en allant regarder du côté de la philosophie managériale des entreprises que l'on va pouvoir réformer la haute fonction publique. Voilà. Ces deux idées me semblent essentielles pour comprendre la transformation. Ce sont, de mon point de vue, des présupposés préoccupants, parce qu'ils peuvent porter atteinte à l'État républicain, mais c'est une pente à laquelle il paraît difficile aujourd'hui de pouvoir résister. Voilà. Voilà ce que je dirais pour synthétiser un peu l'ambition présidentielle derrière le remplacement de l'ENA par l'INSP. Merci pour cette première réponse. Pour poursuivre le raisonnement et l'analyse, deuxième question donc. Concrètement, pouvez-vous nous expliquer quelles évolutions principales ont été introduites par rapport au fonctionnement précédent? Alors, les évolutions que vont entraîner les réformes constitutives de l'ENA en INSP vont infuser progressivement dans le temps, parce que le contenu va se dérouler progressivement dans les mois et les années à venir. Et il faudra quelques années d'ailleurs pour juger véritablement le contenu de la réforme qui est en cours. On peut partir de l'idée que l'ENA, je dirais, a été un peu la victime collatérale du délabrement de notre système éducatif. C'est-à-dire que cette grande école se trouvait un peu en surplomb au-dessus d'un système universitaire et éducatif plus généralement en grande souffrance. Et son caractère très élitiste apparaissait de ce fait comme une sorte d'anomalie. On s'est étonné que l'ENA ne soit pas suffisamment ouverte à la diversité sociale, mais quand on sait qu'on entre à l'ENA en moyenne
après un bac plus 5, à ce niveau d'études, ça fait longtemps que les enfants des classes modestes ont été éliminés du système scolaire et universitaire. Et donc, l'ENA a été victime d'un procès très injuste, qui consistait à lui faire porter un peu la responsabilité de la sélectivité de notre système éducatif, alors même qu'elle était vraisemblablement plus ouverte que d'autres grandes écoles que je ne vais pas citer pour éviter le procès d'intention, que d'autres grandes écoles qui le sont beaucoup moins qu'elle. Voilà. Donc, cette réforme, elle tente à désaristocratiser l'ENA, et ça se voit d'ailleurs à travers différentes mesures qui vont entrer en vigueur progressivement dans le temps. La plus marquante, ce sera la suppression du classement de sortie prévu pour 2026. Je continue de penser que le classement de sortie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, et qu'en privant l'ENA d'un débouché dans les grands corps de l'État, on affaiblit, enfin en privant l'INSP, on affaiblit durablement l'INSP, on le verra ultérieurement. Et puis la volonté comment dire, d'ouvrir le concours de l'INSP à des catégories sociales modestes à travers le concours talent est une mesure de court terme. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu se préoccuper encore une fois de la formation en amont plutôt que d'ouvrir un nouveau concours parce que l'école perd en lisibilité. Elle dispose maintenant d'une multiplicité de concours qui nous éloigne de l'esprit d'origine. Voilà. Merci pour ces questions. Poursuivre le raisonnement, toujours. Troisième question, donc. Pensez-vous que ces modifications permettront d'atteindre l'objectif essentiel de la réforme? En un mot, cette réforme va-t-elle dans le bon sens? Présente-t-elle des manques? Alors, j'aime bien cette question parce que il faudrait s'entendre sur ce que l'on appelle l'objectif essentiel de la réforme. Je pense que l'objectif essentiel de la réforme n'a jamais été dit de manière expresse. Bon. Et si je devais le résumer de manière très simple, je dirais que l'objectif essentiel de la réforme, c'est de pouvoir mettre en place un spoil system à la française. Je m'explique. La haute fonction publique, aujourd'hui, sur les 5 600 000 fonctionnaires qui exercent en France, c'est environ 20 000 personnes si l'on prend les trois versants de la fonction publique, l'État, les collectivités locales et la fonction publique hospitalière. Je ne mets pas dans ces 20 000 les professeurs d'université, non pas qu'ils ne fassent pas partie de la haute fonction publique, mais disons qu'ils appartiennent à une catégorie tout à fait à part en raison de la spécificité de leur métier. Sur ces 20 000 cadres supérieurs de l'État, on a, allez, un peu moins de 2000 cadres dirigeants. Parmi ces 2000 cadres dirigeants, on va d'ailleurs trouver les 500 qui aujourd'hui font l'objet d'une nomination au Conseil des ministres qui font partie de ce qu'on appelle les emplois à la discrétion du gouvernement. Les préfets, les ambassadeurs, les directeurs d'administration centrale, pour citer quelques exemples. La réforme de l'ENA, elle a pour objectif de donner beaucoup plus de souplesse finalement au gouvernement à venir dans le recrutement de ces 2000 cadres dirigeants qui, grâce à la loi de 2019 sur la transformation de l'action publique, viendront de plus en plus du secteur privé et devraient être de plus en plus des contractuels au service du gouvernement du moment. C'est ce que j'appelle un spoil system. Restent les 18 000 autres pour lesquels l'INSP fournira des cadres supérieurs auxquels on n'offrira pas les mêmes espérances professionnelles et pour lesquels donc on n'avait plus besoin d'une école aussi exigeante et aussi élitaire que l'était l'ENA.
Donc, au fond, l'objectif essentiel, de mon point de vue, il est bien là. Et cela représente une transformation assez sensible du modèle de l'administration à la française que nous a légué le général de Gaulle et Michel Debré à travers l'ordonnance du 9 octobre 1945, qui avait, je dirais, créé une école censée former les nouveaux hussards noirs de la République, pour parler comme Charles Péguy, car finalement les hauts fonctionnaires de 1945 étaient destinés à reconstruire l'État, à restaurer la République et apporter aux citoyens la garantie que ce service public était porté par des hauts fonctionnaires pétris de la notion d'intérêt général. Donc ce modèle-là est en train de disparaître et je pense que la réforme consiste à y tourner le dos. Donc, pour poursuivre le raisonnement, question 4. Comment les anciens élèves de l'ENA vivent-ils ces évolutions? Partagent-ils l'idée que l'exercice du pouvoir de l'administration doit être moins vertical, plus ouvert à la contribution des acteurs locaux de la décision publique? Dans un tel schéma, que penser de l'idée de rapprochement entre l'INSP et l'INET? Le rapprochement entre l'INSP et l'INET, ça fait longtemps qu'il aurait dû être fait. D'ailleurs, on en parle au moins depuis 20 ans. Donc c'est plus pour des raisons d'emploi qu'on n'y est jamais parvenu, mais un souci de rationalisation et d'efficacité commanderait de ne faire qu'une seule et même école. D'ailleurs, les fonctions exercées au service des collectivités territoriales ou au service de l'État sont à bien des égards comparables en termes d'expertise, de compétences managériales ou autres. Bon. Donc c'est un rapprochement qui aurait évidemment beaucoup de sens. Après, il faut effectivement trouver des règles d'emploi qui permettent la bonne gestion des carrières et des parcours des femmes et des hommes qui pourraient être concernés. Voilà. Vous me posez la question de savoir quelle a été la réaction des anciens élèves, des jeunes anciens élèves de l'ENA à l'annonce de cette transformation. Ils ont eu le sentiment d'être un peu les boucs émissaires de combats qui n'étaient pas les leurs. Mais bon, ça, c'est des situations qui malheureusement peuvent se produire dans une vie. Mon attention se portera plus sur le fait que aujourd'hui, l'État ressemble un peu à ce que l'on pourrait appeler un Gulliver empêtré, c'est-à-dire que on est face à une sorte de crise de l'impuissance de l'État, impuissance de l'État qui, bien entendu, se manifeste à travers le délabrement de nombreux services publics, un État qui est devenu un prestataire d'allocations sociales toujours plus nombreuses, toujours plus coûteuses. Par ailleurs, comme cela a été écrit, nous vivons dans un pays surréglementé, et cette surréglementation est certainement un facteur d'impuissance publique également. Et on a constaté dans les 5-6 dernières années derrière nous que on a procédé à une sorte de recentralisation de la décision publique, que les collectivités territoriales ont fait preuve de la part des pouvoirs publics d'une forte défiance. Alors, je lisais dans la presse ce matin que Madame la Première ministre avait décidé de ne pas reconduire les contrats de Cahors, qui, d'une certaine façon, avaient pour objectif d'encadrer les marges de manœuvre des collectivités territoriales, constatant par là même qu'il fallait renouer un lien de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une verticalité de la décision publique qui n'est pas efficace et en tout cas concourt aux difficultés que rencontre aujourd'hui l'action publique. Monsieur Keller, que pensez-vous de l'idée de plus en plus présente d'un nécessaire brassage public-privé dans l'exercice des hautes fonctions de dirigeants? Où en est-on aujourd'hui? Faut-il aller plus loin encore? Et dans ce cas, quelle évolution future pour l'INSP
en regard des grandes écoles formant des dirigeants du monde économique? Vous posez la question du brassage. Je me suis déjà exprimé sur le brassage social, qui effectivement ne peut pas se réduire à des mesures cosmétiques. Je pense qu'il y a urgence à renouer avec les principes fondateurs de l'École nationale d'administration, qui, je le rappelle, lors de sa création, a mis en place un concours externe et un concours interne. La déshérence du concours interne est effectivement très préoccupante. Donc le concours de l'INSP doit être une voie de promotion professionnelle pour les meilleurs de nos fonctionnaires et pas simplement les enseignants qui ne souhaitent plus enseigner et qui choisissent de passer le concours de l'INSP pour fuir le monde de l'éducation, même si cela peut être très compréhensible dans la période que nous vivons. Donc je pense qu'il faut redonner au concours interne la vraie dimension de promotion sociale qu'il a eu dès son origine et qui s'est perdue avec le temps. Voilà. Ensuite, la loi de transformation de l'action publique de 2019 organise la possibilité de venue du secteur privé vers le monde de l'administration. Il faut le faire en ayant une juste maîtrise des enjeux de conflit d'intérêts, parce que sinon, ça peut effectivement provoquer quelques remous. Et puis, je pense que, à l'inverse, l'État doit aussi admettre qu'un haut fonctionnaire, durant son parcours professionnel, puisse conduire une expérience professionnelle dans le privé, où il ira se confronter à d'autres réalités professionnelles, managériales, d'autres réalités métiers. Et je pense que ce serait quelque chose de très utile pour la formation de nos hauts fonctionnaires. J'ajouterais que cette question du brassage, elle doit aussi être pensée sous l'angle d'un problème qui devient véritablement urgent, qui est la crise de l'expertise dans la haute fonction publique. On vient d'avoir un rapport parlementaire fort éloquent sur la manière dont la France, en 10 ans, a renoncé à sa souveraineté énergétique au prix de décisions qu'on pourrait qualifier d'ubuesques. C'est particulièrement inquiétant. On pourrait évidemment citer aussi le cas, j'ai déjà parlé de notre système éducatif, l'état de santé de la santé, si je puis dire, l'état aussi de difficulté que traversent les hôpitaux et plus globalement le système de soins en France. Donc on est à un moment où l'on a besoin de renforcer l'expertise de la haute fonction publique, et cette expertise, elle passe évidemment par un brassage des profils, des compétences, parce que si on ne le fait pas, il y a fort à parier que l'État finira par s'effondrer. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Keller, pour l'ensemble Merci à vous. de ces questions et surtout vos réponses à livre ouvert, en tout cas, qui ouvrent beaucoup de... C'est le fruit d'un regard. Pendant quelques années au service de l'association dont vous parliez tout à l'heure. Qui ouvre beaucoup d'interrogations, en tout cas des champs d'introspection et utiles au moment où effectivement on s'interroge sur la crise de la gouvernance publique dans notre pays. Encore une fois, merci beaucoup à vous vous et à très bientôt. À bientôt.